Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont passé en revue les perspectives de développement des relations bilatérales. L'Algérie célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Nous irons à Chlef qui a abrité les festivités officielles. La langue amazigh est à l'honneur. Le grand format de ce week-end de conduit dans la plus grande unité de raffinage en Algérie, celle de Skikda. Nous irons au plus près de celles et ceux qui la font tourner et nous découvrirons ses capacités de production et d'exportation. Et nous terminerons ce journal avec le savoir-faire de nos artisans à Tamanrasset. Façonner l'argent et la pierre précieuse s'apprend désormais dans une école. Nous verrons comment les artisans de la capitale de la Hagar ont développé leurs capacités grâce à un partenariat avec des artisans brésiliens. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les perspectives de développement des relations bilatérales selon un communiqué de la présidence de la République. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont convenu de poursuivre la coordination entre les deux parties en vue de booster la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains dossiers. Dans les réactions au discours du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le bureau du Conseil de la Nation présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, a exprimé sa profonde satisfaction quant à la franchise et la clarté qui ont caractérisé le discours du président de la République, qui constitue une preuve irréfutable de la relation du président de la République avec le peuple. Le communiqué a salué également les décisions historiques qui ont été prises avant d'appeler chacun de placer l'intérêt du pays et les collectivités au-dessus de tout intérêt. Et le Conseil, ou le président du Conseil de la Nation, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a participé via visioconférence à la réunion préparatoire du haut niveau des présidents du Conseil constitutionnel et Cour suprême qui sera organisée en juillet prochain au Caire. L'occasion pour lui de rappeler les réalisations de l'Algérie dans le domaine du numérique et l'utilisation des nouvelles technologies. Une stratégie tracée par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, et accélérée par les circonstances imposées par la pandémie que nous vivons. Je vous propose d'écouter Kamel Fenniche. On peut dire que l'Algérie s'est lancée depuis déjà un moment dans le processus de la modernisation et de la numérisation, dans une volonté claire et affichée de lutter contre la bureaucratie. C'est sur ce point crucial qu'a insisté le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Cette conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie de coronavirus nous a permis de tirer plusieurs leçons sur l'importance de faire appel à toutes les potentialités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que les moyens de communication moderne, notamment le gain de temps et de dépenses, mais aussi qu'un gain considérable d'énergie. Elles ont permis également de mettre en place toute une batterie de mécanismes et de services qui ont prouvé leur efficacité. Ces derniers ont permis l'accélération également du processus de numérisation et de modernisation par le développement et l'adoption d'autres mécanismes, dont la technique des procès à distance et une multitude d'autres services offerts par Internet et qui vont contribuer à la facilitation de la mise en place de cours constitutionnels électroniques, de tribunaux numériques et donc au passage à l'ère de la justice électronique, e-justice. Ce communiqué maintenant du ministère de la Justice qui a annoncé aujourd'hui qu'un groupe de travail multisectoriel chargé de l'élaboration du texte réglementaire relatif à la composition et aux missions de l'Observatoire national de la société civile a commencé ses travaux aujourd'hui. Les résultats de ces travaux seront remis dans les détails fixés par le président, ou dans les délais fixés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Pour rappel, l'Observatoire national de la société civile est une instance consultative auprès du président de la République. Elle est chargée de soumettre des propositions et des recommandations relatives aux préoccupations de la société civile. Dans le cadre de la commémoration de la journée nationale du Shahid, l'organisation nationale Le Shahid n'est pas mort a organisé aujourd'hui une conférence. À cette occasion, le conseiller du président de la République chargé des archives de la mémoire nationale, Abdelmajid Chikri, a rappelé l'importance de la mémoire dans l'édification de notre avenir. Je vous propose de l'écouter.
C'est la mémoire qui nous lie les uns aux autres et nous rapproche. Elle nous permet également de mieux vivre ensemble. Le fait de se remémorer les actes et faits glorieux accomplis par nos parents et nos aïeux nous permet de mieux prendre conscience de qui nous sommes et de savoir où l'on se dirige. Est-ce qu'il nous est permis d'être fiers ou au contraire marcher la tête baissée et donc rester toujours à la botte des autres? Le peuple algérien a démontré qu'il est un peuple fier qui n'a aucune raison de marcher la tête baissée. Notre histoire est assez riche et valeureuse, porteuse de tellement de leçons et de morale que nous pourrions en écrire des encyclopédies. Il faut transmettre cela à nos enfants. Et on s'arrête dans ce journal sur le coup d'envoi des festivités officielles de la Journée internationale de la langue maternelle qui a été donnée aujourd'hui à la Maison de la Culture de Chlef. La langue amazigh est célébrée dans toute sa richesse. Programme de cette journée avec Abdelmajid Benkassi. Au menu, la tenue d'expositions et de conférences sur la langue amazigh avec toutes ses variantes. La langue amazigh a enregistré d'importants acquis dans différents domaines, aussi bien institutionnels que dans la vie de tous les jours. Tamazight est un des fondements de l'identité nationale. L'enfant grandit toujours dans sa langue maternelle et sa culture locale. Et c'est de cette manière qu'il commence à acquérir certains concepts, connaissances et expressions linguistiques. Nous serons la première crèche à l'échelle nationale à introduire la langue amazigh. La radio locale fait de grands efforts pour promouvoir et introduire la langue maternelle dans ses différents programmes et les informations qu'elle diffuse. Cette journée internationale consacrée à la langue maternelle est aussi une occasion pour faire connaître la langue et la culture tamazight. Nous sommes venus depuis Tlemcen assister à cette exposition consacrée à la langue maternelle. Ces expositions sur la culture sont très bénéfiques. Notre objectif est clair, tel qu'il a été souligné par le président de la République. C'est de mettre en place les mécanismes pour promouvoir la langue amazigh et son développement dans les différents domaines de la vie nationale. Et surtout la généralisation de son utilisation, en particulier dans les secteurs de l'enseignement et dans la communication. Pour le Haut Commissariat à la Mazirité, la promotion de la langue tamazight reste encore une priorité. On vous parle d'environnement dans ce journal. Selon des projections scientifiques, en 2050, il y aurait plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans, d'où la nécessité de recycler cette matière. L'Algérie génère chaque année environ 34 millions de tonnes de déchets, ce qui représente un marché potentiel de 45 milliards de dinars. Un créneau porteur pour de nombreux jeunes qui ont créé des micro-entreprises spécialisées dans la collecte et le recyclage des déchets. En voici un exemple dans la wilaya de Tiaret, des images commentées par Amel Bouarba. Plastique, carton, aluminium, c'est dans ces centres d'enfouissement technique que tous ces déchets ménagers sont acheminés quotidiennement pour être ensuite récupérés et valorisés par ces jeunes entrepreneurs qui leur donnent une seconde vie. Ici, les déchets ménagers sont traités et recyclés pour être transformés en matières premières pour l'industrie. Cela contribue à la préservation de l'environnement et au développement durable de notre wilaya. Ce sont des projets qui génèrent des postes d'emploi. C'est l'ONCEJ qui nous a soutenus pour l'acquisition du matériel et le démarrage du projet, ce qui nous a permis de développer notre activité. Ces jeunes entrepreneurs ont implanté leur projet au niveau de l'entreprise des centres d'enfouissement technique, avec qui ils ont développé un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons des conventions avec 4 centres d'enfouissement technique pour la récupération d'environ 3,5 tonnes de déchets par jour, notamment du carton, du plastique et de l'aluminium. Nous procédons à des opérations de tri et de recyclage des déchets ménagers. C'est un créneau d'investissement économique porteur, créateur de richesses et d'emplois. Il faut savoir que l'Algérie génère chaque année environ 34 millions de tonnes de déchets, ce qui représente un marché potentiel de 45 milliards de dinars, un marché qui reste toutefois très peu exploité. Et justement, pour mieux exploiter ce marché, l'Agence nationale des déchets a signé aujourd'hui des accords de partenariat avec 14 associations nationales et locales qui activent dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets. Objectif, les accompagner pour mieux gérer les déchets.
Le grand format de ce journal nous conduit dans la plus grande raffinerie d'Algérie, celle de Skikda, avec une capacité de traitement de 16 millions de tonnes et demi. La raffinerie produit des parties aux produits, une partie du carburant que vous utilisez et exporte l'excédent vers l'étranger. À 3 jours du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, on s'intéresse ce soir à celles et ceux qui font tourner cette raffinerie. Reportage signé Abdelmajid Bakrassi. La raffinerie de Skikda, RA1K, reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière et gazière algérienne. Construite en 1979, elle est la première unité de raffinage de Sonatrach. Tournant à plein régime, de jour comme de nuit, RA1K nous livre une variété de produits dérivés des hydrocarbures. C'est à partir d'ici que toutes les opérations de contrôle, de dispatching et de pilotage de la raffinerie de Skikda se font. Aux commandes, des jeunes ingénieurs et techniciens formés dans les universités algériennes et dans les instituts de pétrole de Sonatrach. Ils produisent des carburants, des aromatiques, mais aussi du butane et du propane pour le marché algérien et même pour l'exportation. Parmi ces jeunes cadres qui pilotent certaines opérations de la raffinerie, nous avons rencontré Houria et Ali, 2 ingénieurs qui ont rejoint le complexe en 2005. Cela fait déjà 16 ans. La raffinerie de Skikda, elle a la particularité de produire plusieurs gammes de produits allant des gaz comme le propane et le butane jusqu'à les bitumes. Elle produit aussi les carburants essence, diesel et même le jet pour les avions. Elle englobe des unités de distillation atmosphérique avec des capacités de 16,5 millions de tonnes annuellement, avec 3 unités de séparation de gaz pour produire le butane et le propane. Nous sommes dans la salle de contrôle principale qui est conçue pour résister au souffle en cas d'explosion. Donc la raffinerie a connu un grand projet de réhabilitation et adaptation qui permet de moderniser le système de contrôle et commande. Donc on a installé un système SNCC, un système numérique de contrôle-commande qui permet l'acquisition des données des différentes unités de production. Une production destinée aussi bien au marché national que pour l'export. En matière d'exportation, durant l'année 2020, durant la période de la pandémie mondiale du Covid-19, on a pu maintenir la raffinerie en service avec un potentiel réduit et potentiel algérien, technicien algérien au niveau du process, des managers et de la maintenance. On a exporté 100 000 tonnes d'essence sans plomb et 620 000 de gasoil. L'autre hydrocarbure traité sur la plateforme pétrolière et gazière de Skikda, le condensat, qui est assimilé à une forme de pétrole léger de haute valeur. Et bien sûr, dans la stratégie du groupe Sonatrach, tout est mis en valeur. La raffinerie de condensat elle a été conçue dans le but de valoriser les produits qui sont dans le condensat, qui sont le butane, le kérosène, naphtha, le kérosène et les gasoils. Naphtha, qui est pour le marché international parce qu'au niveau de l'Algérie, il n'y a pas d'unité pétrochimique qui traite le naphtha, et les gasoils, le kérosène. Donc le naphtha, il est produit à hauteur de 80%. Le kérosène, il est produit à hauteur de 10%. Le reste, c'est le gasoil avec le butane. La maintenance reste l'autre volet important dans la vie d'une unité de raffinage ou de liquéfaction. Une opération indispensable qui figure dans l'agenda des responsables. La maintenance liée à des révisions périodiques exécutées par les agents de Sonatrach, mais avec la collaboration d'autres entreprises algériennes. Et parmi les interventions les plus importantes, celle qui se fait tous les 6 ans. Une intervention titanesque où l'on soulève des pièces qui pèsent jusqu'à 25 tonnes. Un exemple avec GL1K, une révision qui a été réalisée en décembre 2019 et qui a duré près de 3 mois. La maintenance, elle a pour objectif principal, c'est la réalisation du plan de préventif, le plan de maintenance préventif, en toute sécurité. Donc 0 incident, 0 accident et à moindre coût. Donc l'objectif du complexe est de réaliser aussi
le plan de production. Donc pour ça, la maintenance doit réaliser son plan, son scope, dans les meilleurs délais possibles. Donc on n'a pas droit à des glissements notables pour ne pas pénaliser nos clients. Des défis à relever en toutes circonstances. Et comme chaque samedi, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir, on prend la direction de l'Italie pour écouter Adlen Bachouch. Il est ingénieur en informatique à Milan. Il nous raconte comment il a vécu cette période de confinement en Italie. Il nous dit également ce qui lui manque en Algérie. Regardez. Un an s'est déjà écoulé depuis le début de cette pandémie. Les humeurs elles étaient nombreuses. Au début, il y avait beaucoup de peur. Mais après cette période initiale, j'ai commencé à apprécier le temps libre que j'avais. Je pouvais me concentrer sur mes études ou me former dans mon travail. Moi, je suis ingénieur informatique et c'est en Italie. Et pour moi, c'était vraiment facile de maintenir mon travail, de pouvoir avancer. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes que je connais ici, ils ont perdu leur travail, leur activité. Et ils ont dû se réinventer. Heureusement, avec l'aide de l'État, même les étudiants ont perdu leur mode de vie. Et ils ont dû refaire tout en télématique. Et beaucoup de choses me manquent aussi. Il me manque le fait de pouvoir voyager, être en liberté avec mes amis, de se lier aux personnes en général. Et aussi de retourner dans mon pays, à l'Algérie. Tout me manque, les belles choses, les parfums, les souvenirs, les amis et surtout la famille. Et on salue tous nos téléspectateurs en Italie. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 164 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 143 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Dans l'actualité internationale, la fondation américaine RF Kennedy pour les droits de l'homme a lancé un appel aujourd'hui à la nouvelle administration Biden pour l'inciter à annuler la décision dommageable de Trump sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour Kerry Kennedy, cela comprend la nomination d'un nouvel envoyé spécial pour le Sahara occidental, un poste critique qui n'a pas été pourvu depuis au moins 18 mois, ainsi que l'inclusion d'un mandat de droits de l'homme au Sahara occidental. Au Maroc, les manifestations se poursuivent à Fnidek contre la dégradation de la situation économique dans la région, une région durement touchée par la fermeture des frontières avec l'enclave espagnole de Ceuta. Ces rassemblements étaient réprimés par les autorités marocaines. L'Organisation marocaine des droits de l'homme a appelé à la libération de ces détenus. L'actualité dans le reste du monde est marquée entre autres par les tractations politiques en Libye et le G7 qui consacre plus de 7 milliards de dollars à la vaccination anti-Covid. Résumé avec Amel Bouharba. En Libye, la séance parlementaire unifiée de vote de confiance au nouveau gouvernement de Abdelhamid Dbeiba aura lieu au courant de cette semaine dans la ville de Sirte. Le Premier ministre libyen par intérim dispose d'un délai d'1 semaine pour rendre publique la composante de son cabinet. Quelques 7,4 millions de Nigériens sont appelés aux urnes demain dimanche pour le second tour de la présidentielle. Le candidat au pouvoir, Mohamed Bazoum, sorti largement vainqueur du premier round, affronte l'ancien président Mahaman Ousmane dans un duel historique. Les dirigeants du G7 ont annoncé doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid à 7,5 milliards de dollars. Notamment via le programme onusien COVAX, piloté par l'Organisation mondiale de la santé. En plus des États-Unis, l'Union européenne a doublé sa contribution à 1 milliard d'euros, tandis que l'Allemagne a débloqué de nouveaux fonds. Un froid polaire et des tempêtes de neige frappent depuis quelques jours les États-Unis, en particulier dans le sud du pays. L'État du Texas, le plus durement touché par une vague de froid meurtrière, a été confronté à des coupures d'électricité et des pénuries d'eau en raison des ruptures des canalisations liées au gel.
Le Japon a confirmé l'apparition d'un nouveau variant de Covid-19 alors que le pays tente de surmonter une troisième vague de la pandémie. La souche semble être originaire de l'étranger. Le gouvernement japonais renforce la surveillance des variétés mutantes car elles pourraient être plus résistantes aux vaccins alors que le Japon a lancé sa campagne de vaccination cette semaine. Et loin du Japon, on prend la direction ce soir de la capitale de la Hagar, Tamanrasset. La ville est connue pour ses paysages uniques, mais également pour le savoir-faire de ses artisans qui façonnent l'argent et la pierre précieuse. Des métiers transmis jadis de père en fils, mais de nos jours, une école a ouvert ses portes pour former les artisans qui bénéficient, vous allez le voir, d'une formation qui va de la conception en 3D au façonnage des pierres. Reportage de Beliza Jlamda, commentaire signé Adel Bourhams. Le polissage et le façonnage de pierres précieuses et la fabrication de bijoux en argent. Deux spécialités parmi tant d'autres formations dispensées par cette école pilote à Tamanrasset. Au début, ce sont des Brésiliens qui nous ont formés pendant 45 jours. Moi, j'ai été formé pour devenir lapidaire. D'autres ont opté pour la fonderie et le façonnage de bijoux. Les Brésiliens nous ont permis d'acquérir de nouvelles techniques. Grâce à du matériel nouveau, nous sommes prêts à transmettre notre savoir à tous ceux qui veulent apprendre ce métier. C'est au niveau de cet atelier que s'effectue la taille des pierres et la fonte et le façonnage de l'argent. Des métiers auxquels l'école initie les stagiaires. Cela fait une semaine que je suis ici. J'ai appris comment orner les bijoux en argent avec des pierres précieuses. J'ai eu cette idée après mon départ à la retraite. J'ai commencé par la conception en 3D avant d'aller vers le façonnage et la taille des pierres précieuses. J'aime bien ce métier. Mon souhait est d'avoir mon propre local. J'ai formé 2 jeunes en 2019 et 2 autres en 2020, alors que pour cette année, j'en ai 3 sous ma coupe. En l'absence d'autorisation pour l'exploration et l'exploitation aurifère, le manque de matières premières constitue la principale entrave pour une activité en plein essor. Dans l'actualité sportive, on vous invite à découvrir les résultats du classement et le classement de la Ligue 1 de football, 14e journée à l'issue des matchs de cet après-midi et d'hier. Et on termine ce journal avec ces images de la mission Persévérance sur la planète Mars. Le robot de la NASA qui a coûté 2,5 milliards de dollars s'est posé hier sur la planète rouge. Il se porte bien et communique avec la Terre. Il a envoyé les premières images et même un selfie. Sa mission consiste à explorer les traces de vie sur la planète rouge. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.